Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition, l'émission de la RSE avec notre invitée aujourd'hui, Clarisse Massé, responsable de la mesure à l'Institut de l'économie positive. On va découvrir ensemble le baromètre de la positivité du CAC 40. Notre débat, il portera sur les achats responsables, leviers de décarbonation et de performance. Les règles du reporting extra-financier changent depuis ce début d'année. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble le supermarché coopératif et participatif Super Cafouche. Vous verrez. Voilà, ça c'est pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Clarisse Massé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la mesure à l'Institut de l'économie positive qu'il faut présenter pour démarrer. C'est quoi cet institut ? Alors c'est un institut qui a été cofondé par Jacques Attali et par Audrey Tcherkov. Ouais. Et nous sommes à la fois un think tank et un do tank. C'est-à-dire que nous passons à l'action concrète. Nous avons notamment développé des outils de mesure pour aider tous les acteurs de la société, acteurs publics et acteurs privés, à s'engager concrètement en faveur d'une transition positive. Donc nous travaillons beaucoup avec le monde du secteur privé, les entreprises, et aussi avec le monde du secteur public. Ça veut dire quoi ? Des gouvernements, des institutions ? Exactement, avec les villes, les départements, les régions et aussi avec les gouvernements. Et puis, à côté de ces missions d'accompagnement, nous avons aussi créé tout un pôle qui est dédié à de la R&D, avec la publication d'études et de rapports. Et en effet, nous avons publié début décembre notre nouvelle étude, le baromètre de la positivité des entreprises du CAC 40. Oui, qu'on va détailler ensemble. Mais juste, c'est quoi pour vous l'économie positive ? Ça veut dire quoi ? Parce qu'ici, on parle d'impact, c'est la décarbonation, c'est la RSE, donc responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Tout ça, ça rentre dans ce que vous appelez l'économie positive ? Exactement. L'économie positive, c'est prendre en compte la durabilité à 3 niveaux. La durabilité sociale, la durabilité écologique et la durabilité économique. Et c'est surtout aussi prendre en compte l'intérêt des générations futures et la vision de long terme dans les processus de décision. Alors ce baromètre de la positivité du CAC 40, comment il est réalisé déjà avant d'en découvrir les résultats ? C'est quoi parce que voilà, vous faites un classement des entreprises qui est très regardé, donc comment il est réalisé ? Qui contrôle aussi, qui le valide d'une certaine façon ? Alors, ce qui est important, c'est que l'indice de positivité, c'est un outil qui constitue le fondement de cette étude. Alors, l'indice de positivité, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui a été développé par l'Institut en 2015 en impliquant un grand nombre de parties prenantes, des économistes, des scientifiques, des experts et des dirigeants d'entreprises. Et c'est un outil qui permet aux entreprises à la fois d'avoir une vision à 360 degrés en matière d'impact positif et aussi Donc il y a cette vision à 360 degrés, et puis il y a quoi d'autre dans ce baromètre ? Et il y a cette vision de 360 degrés et surtout ça leur permet d'évaluer leur capacité à prendre en compte, comme je vous le disais, leur capacité à intégrer le long terme dans les processus de décision. D'accord, donc ça c'est votre outil de départ qui repose sur les chiffres donnés par les entreprises, c'est ça ? C'est un outil qui est composé de plusieurs indicateurs qui se répartissent dans 5 dimensions. Et grâce à cet outil, nous avons évalué la positivité des entreprises. Donc concrètement, ça permet de donner une note sur 100 à chaque entreprise du CAC 40 de manière à refléter leur niveau de positivité. Alors ce baromètre de la positivité, les 5 premiers, on va les découvrir ensemble, c'est Kering, ensuite Schneider Electric, Orange, Michelin et la Société Générale. Alors déjà sur ce top 5, qu'est-ce qui change dans ce classement ? Kering qui prend la première place, c'est ça ? C'était pas le cas l'an dernier ? Exactement, Kering qui se place en première position du classement. Mais ce qu'on observe surtout, c'est que la majorité des entreprises arrivent à progresser cette année et c'est vraiment un signal positif très fort, d'autant plus dans un contexte de crise
sanitaire, on voit très bien que malgré les difficultés qui restent nombreuses pour concilier performance économique et performance durable, les entreprises arrivent à maintenir leur effort et même à progresser sur ces enjeux d'économie positive. Oui, on a la Société Générale qui rentre dans le top 5 qui n'y était pas. Est-ce qu'il y a, si on analyse un peu secteur par secteur, est-ce qu'il y a des secteurs qui placent plus d'entreprises dans les 10 ou les 20 premières places du classement? Alors, on observe que les entreprises du secteur de l'énergie et des biens de consommation obtiennent les très bonnes performances en particulier, et à l'inverse que les secteurs sur les matériaux de base et les technologies et le secteur de la santé arrivent plutôt en queue de classement. Comment ça s'explique ça? Alors c'est compliqué, c'est difficile d'en tirer des conclusions parce qu'on est sur un échantillon de 40 entreprises, le CAC 40, et donc que le nombre d'entreprises par secteur d'activité est très peu élevé, de sorte qu'il est compliqué d'en tirer des conclusions. Oui, des conclusions générales sur tout un secteur, bien compris. Est-ce que globalement, vous l'avez un peu répondu, mais le CAC 40 progresse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit vraiment des chiffres progresser majoritairement dans toutes les entreprises? Alors, si on regarde les résultats de manière macro, on n'observe pas à première vue d'évolution notable du score moyen des entreprises par rapport à l'année précédente. C'est plutôt stable. On est à combien d'ailleurs? On est à un score de C+. On est sur un système de notation littérale, sur une échelle de A+ à E+. Donc c'est un score qui est correct. En revanche, si on regarde les résultats de manière plus granulaire, on observe que les entreprises progressent en moyenne de 10%, donc c'est une évolution qui est marginale. Mais si, encore une fois, on replace dans le contexte de crise, en fait, cette évolution marginale, c'est vraiment quelque chose de fort. Et alors, si on regarde les progressions dans ce baromètre de la positivité, on trouve Publicis qui progresse de 13 places, Hermès de 9 places, Safran de 8 places, Saint-Gobain de 8 places. Pour progresser, quels efforts il y a à faire? Moi, je vais spontanément parler de la formation, peut-être du partage de la valeur. Quels sont les leviers que les entreprises activent pour progresser dans cet indice de positivité? Alors, ils sont plusieurs. Le premier, c'est ce qui a trait aux conditions de travail et à l'engagement des collaborateurs. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont particulièrement performantes sur cet enjeu des conditions de travail. Enjeu qui a pâti de la crise. On l'a vu, par exemple, sur le taux de fréquence des accidents de travail, un indicateur qui permet d'évaluer les conditions de travail. Le taux de fréquence des accidents a diminué de 20% pendant la crise, du fait, d'une part, de la généralisation du télétravail et, d'autre part, de la contraction de l'activité économique. Ce qu'on voit également, c'est que la grande majorité des entreprises du CAC 40, 80% environ, mettent en place des politiques de parentalité pour favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et notamment Kering, en effet, qui se situe en première position du classement, qui a mis en place une bonne pratique puisqu'elle a instauré un congé paternité et maternité de 14 semaines. Est-ce que le partage de la valeur, c'est aussi un levier, un critère important? Bien sûr, le partage de la valeur, alors qu'est-ce que ça signifie? C'est regarder comment est-ce que l'entreprise partage la valeur qu'elle crée, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, avec l'ensemble de ses parties prenantes. Comment est-ce qu'elle répartit cette richesse en termes d'investissement, en termes de mécénat par exemple, et en termes de dispositifs pour ses salariés. On parle de stratégie à long terme, les conditions de travail, vous l'avez évoqué. C'est marrant parce que spontanément, vous n'avez pas évoqué l'empreinte environnementale. C'est pas forcément le critère le plus important, ou alors ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs sur lesquels elles mettent le paquet sur l'empreinte environnementale. Alors bien sûr, l'empreinte environnementale, c'est absolument un enjeu fondamental quand on parle d'enjeux ESG. Ce qu'on voit en matière d'empreinte environnementale, c'est que les entreprises parviennent aussi à maintenir leurs efforts dans ce domaine et qu'elles prennent des engagements particulièrement ambitieux, notamment en matière de stratégie de réduction de leurs émissions carbone, et qu'elles mettent en place aussi des plans d'action très concrets sur certains enjeux clés liés à l'environnement. Aujourd'hui, le baromètre le révèle, 100% des entreprises du CAC 40 mettent en place une politique de gestion et de prévention de leurs déchets et une majorité, une politique de réduction de leur impact sur la ressource en eau.
Et puis, ce que l'étude montre aussi, et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a un enjeu environnemental qui a longtemps été le parent pauvre de la stratégie environnementale des entreprises, c'est la biodiversité. Pourquoi ? Parce que les risques liés à la biodiversité ont longtemps été perçus comme assez théoriques. Récemment, il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité de préserver et de restaurer la biodiversité. Là encore, on voit que c'est vraiment un mouvement vers le haut, puisque 40% des entreprises du CAC 40 mènent des études pour évaluer leur impact, l'impact de leurs activités sur la biodiversité. Merci beaucoup, merci Clarisse Massé d'être venue nous présenter ce baromètre de la positivité du CAC 40 réalisé comme tous les ans par l'Institut de l'économie positive. On passe tout de suite à notre débat et on va parler d'un levier qui est majeur en termes de bilan RSE ou ESG, ce sont les achats responsables. Tout de suite, notre débat Smart Impact. Les achats responsables au menu de notre débat tout de suite avec Fanny Bénard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes associée directrice d'opération France de Buy Your Way. À vos côtés, Sabine Jean. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes la fondatrice de A-Lab. C'est quoi Buy Your Way ? Buy Your Way, c'est un cabinet de conseil qui est dédié aux achats responsables. Donc notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients, que ce soit des directions RSE ou des directions achats, à mettre en œuvre, c'est-à-dire à savoir faire des achats responsables, pas juste à les penser, mais aussi à les pratiquer. Allez, question identique, présentation de The A-Lab ou The A-Lab. The A-Lab, c'est donné comme mission, en tant qu'entreprise à mission, de faire grandir les hommes et les femmes en les formant sur les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale et de les aider à ce que leurs entreprises soient plus responsables, plus respectueuses de l'environnement et de l'humain via justement les achats responsables. Et on travaille beaucoup, Fanny et moi, toutes les deux ensemble. Donc vous êtes vraiment complémentaires. Il y a une nouvelle donne depuis le début de ce mois de janvier. Les règles du reporting extra-financier qui changent. Les entreprises de plus de 500 personnes vont devoir produire un nouveau rapport environnemental précisant la part de leurs achats associés à des activités durables et les plans d'action en termes d'achats à réaliser pour transformer leurs activités non durables en activités durables. C'est pas rien, je vais vraiment le détailler. C'est l'article 8 du règlement de la taxonomie européenne qui, je rappelle, classe les activités en fonction de leur durabilité pour faciliter leur financement. Concrètement, Fanny Bénard, ça concerne quelles dépenses, ce dont on parle là ? Ça concerne tout type de dépenses et c'est ça qui va être peut-être complexe pour les entreprises, c'est pouvoir identifier dans des grandes masses d'achats avec beaucoup de catégories d'achats différentes, celles qui justement sont plus responsables, sont plus contributives pour la société. Et c'est donc à la fois ce qu'on appelle les achats directs, donc ce qui participe directement à la production de l'entreprise, mais aussi tous ces achats indirects, donc tous ces achats des fonctions support. Ouais. Mais ça peut être quoi ? Ça peut être de la maintenance, de l'entretien, de la R&D, tout ça, ça rentre dans la définition ? Tout ce qui est payé en fait à un fournisseur tiers. Ouais. D'accord. Quel que soit le métier. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'état de préparation peut-être des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants face à ces enjeux. Vous diriez quoi si vous deviez les placer sur un curseur de 1 à 10, Fanny Bénard ? Là, en fait, on touche de plus en plus de plus petites entreprises que celles qu'on touchait avant avec ces règles de reporting. Et donc, elles ne sont pas toutes prêtes, ils ne sont pas tous prêts, ces chefs d'entreprise, déjà à reporter, c'est-à-dire à pouvoir dire ce qu'ils et elles font, et donc à récolter les informations nécessaires. Les plus grosses entreprises aujourd'hui ont des facilités à savoir concrètement qui sont leurs fournisseurs, ce qu'elles achètent, où elles achètent, etc. Pour les plus petites, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à pouvoir accéder à ces exigences réglementaires. Ouais. Sabine Jean, il y a de la pédagogie à faire. Ça commence souvent par là, quoi. Énorme, oui, parce que en fait, moi, je me souviens d'une dernière formation que j'ai faite il y a quelques semaines où les acheteurs m'ont dit, on ne savait même pas qu'il y avait de la réglementation. Donc, on part de loin dans certaines entreprises. Les entreprises découvrent cette réglementation. Et la taxonomie verte, c'est tout nouveau, donc je mets ma main à couper que 80% des acheteurs ne savent pas ce que c'est en fait. Donc il y a beaucoup de travail de formation, beaucoup d'accompagnement pour que les acheteurs comprennent ce qu'il en est et que les acheteurs aussi fassent comprendre aux fournisseurs ce qu'il en est. Parce que le reporting, c'est grâce aux fournisseurs qu'on va le faire. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, ça concerne, depuis le début de ce mois de janvier, les entreprises de plus de 500 personnes, mais ça va descendre. Ça va être plus de 250 d'ici 2-3 ans, c'est ça ? L'objectif, en fait, c'est d'y aller graduellement pour que de plus en plus d'entreprises puissent en fait, reporter sur ce qu'elles font et notamment sur ce qu'elles achètent, pas que. Et donc, quand on parle d'entreprises de plus de 250 personnes, on rentre dans les ETI, mais c'est des grosses PME. Donc, c'est souvent des entreprises qui ne sont pas structurées sur ces sujets-là. Il n'y a pas de direction
direction RSE dédiée ou de gens pour faire du reporting. Ouais. Alors, on est bien d'accord, plus de 250, c'est pas au 1er janvier là, Non, 2022, ce sera plus tard, qu'on n'ait pas des téléspectateurs qui s'affrontent en disant ah, je suis dedans. Mais il est temps qu'elle se prépare. Mais oui, c'est ça qui est important et c'est pour ça que ce débat est intéressant parce que c'est un levier de décarbonation et d'efficacité. Moi, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Pourquoi les deux, Sabine Jean ? Les achats sont efficaces quand ils permettent de fournir à l'entreprise le bon produit au bon moment, à la bonne qualité et pour décarboner beaucoup plus durable en fait. Et c'est parce que les acheteurs savent ce qu'ils achètent, connaissent bien leurs fournisseurs, connaissent bien leurs produits, qu'ils vont travailler sur l'efficacité de l'entreprise en fait, pour multiplier potentialiser l'efficacité de l'entreprise en fait. Même question, pourquoi c'est aussi un levier d'efficacité, ces achats responsables ? Alors, les achats responsables, c'est un super levier de responsabilité et d'efficacité parce qu'on connaît mieux sa chaîne d'approvisionnement quand on fait des achats responsables. Et même quand on pense décarbonation, aujourd'hui, ça paraît une montagne, la décarbonation sur les achats, parce que quand on voit tout ce qu'on achète, se dire qu'on va déjà bien mesurer et ensuite diminuer, c'est très compliqué. Mais en fait, ça permet vraiment de rentrer dans le dur et de mieux connaître ce qu'on achète. Et donc, d'être plus efficace. Nous, ça nous arrive, quand on fait des démarches achats responsables avec nos clients, en fait, de revoir le processus achat, de revoir ce qu'ils achètent et même au final de rendre la performance achat meilleure en faisant des achats responsables. Qui doit s'en emparer dans l'entreprise ? C'est le service achat par définition, ça semble une évidence, mais est-ce que c'est forcément une évidence d'ailleurs ? Il faut qu'il y ait un engagement déjà très fort de la direction, c'est vachement important. Parce qu'en fait, ça doit être un projet d'entreprise. Et la direction achat s'en empare, mais s'en empare avec les autres services. Parce que cette démarche achat responsable, elle décilote vraiment les entreprises. Parce que l'acheteur responsable, il doit prendre en compte les impacts environnementaux, sociétaux, et il n'a pas toutes les clés en fait. Et pour avoir les clés, il doit se tourner vers le service HSE, hygiène, sécurité, environnement, il doit se tourner vers le service RH. Donc on décilote le truc. Et donc la direction s'en empare, de façon à ce que tout le monde s'en empare en même temps. C'est un défi aussi en matière de règles de compliance, de règles de conformité. Ça, c'est un élément important à prendre en compte. Parce qu'on disait qu'il y avait une méconnaissance souvent des règlements, donc un risque pour l'entreprise aussi. Peut-être que vous voulez répondre à ça, Sabine Jean. Oui, le risque, il est fort. Il y a des entreprises qui ont été au procès par rapport à la non-compliance. Mais pas que, en fait. Je pense que la compliance est une chose, mais après, c'est une véritable création de valeur pour l'entreprise, en fait. Je pense que dans le passé, on a vu les achats responsables comme une démarche plutôt compliance uniquement. C'est bien. C'est pas hyper motivant pour les équipes achats. Moi, je pense que maintenant, l'accompagnement qu'on fait l'une ou l'autre, on est à peu près sur le même esprit, c'est de dire aux gens, mais c'est une façon de créer de la valeur pour le client. Ça veut dire quoi, créer de la valeur ? Ça veut dire que le client va vouloir payer plus, le produit plus cher, va vouloir acheter plus, en fait. Et ça, c'est vertueux pour l'entreprise, parce que l'entreprise va développer son chiffre d'affaires et va développer sa marge, en fait. Moi, je suis sur une approche... Voilà. Fanny Bénard, vous travaillez sur quelle taille d'entreprise, en fait ? Ça peut même concerner des PME ou peut-être pas des TPE, mais des petites entreprises. Même des TPE. En fait, on a vu une évolution dans le sujet des achats responsables. On avait... depuis longtemps plutôt des grosses entreprises, notamment sur les sujets de compliance, puisque la réglementation est venue obliger les plus grosses entreprises d'abord à mettre en place ce type de démarche. Et en fait, en cascade, puisqu'en fait, ces grosses entreprises-là, elles ont des fournisseurs, elles demandent à leurs fournisseurs de mettre en place des démarches. Et donc, de plus en plus, aujourd'hui, on a des ETI, on a des PME, et on accompagne aussi chez BuyerWay des TPE, des startups, même dans la façon dont elles peuvent penser les achats responsables dès leur création, dès leur naissance. Donc, en fait, on a vraiment une évolution de très grandes entreprises qui sont toujours là, mais de plus en plus des ETI, des PME et même des toutes petites entreprises. Ça veut dire que vous voyez de plus en plus de startups qui, dès le départ, se disent il faut qu'on intègre cette donnée. C'est dans leur modèle économique, peut-être même dans leur mission ou dans leur raison d'être. En fait, de plus en plus d'entreprises, quand elles se créent, elles se posent la question de leur responsabilité. Et les jeunes créateurs d'entreprises aujourd'hui sont responsables de plus en plus dans leur façon d'imaginer leur boîte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de plus en plus, ils pensent à la valeur client et ils pensent à ce que le client va leur demander en matière de responsabilité et notamment en matière d'approvisionnement. Là, on a discuté par exemple avec une entreprise qui se crée, qui fait des néons de décoration. En fait, ces néons viennent de Chine. Ils s'interrogent sur où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, qui sont les ouvriers derrière les néons que j'achète, alors que une entreprise fait 3-4 personnes aujourd'hui. Il faut peut-être rappeler ce qu'est le devoir de vigilance, si on fait un peu de pédagogie dans ce débat. C'est quoi le devoir de vigilance, Sabine Jean ?
Bien, en fait, on doit prendre en compte le fait qu'une entreprise, plus elle est grande, plus elle a un pouvoir d'influence sur ses sous-traitants, sous sa chaîne d'appro. Et ce que dit le devoir de vigilance, c'est que l'entreprise multinationale, en France, c'est 5000 personnes minimum, doit prendre en compte, dans sa sphère d'influence, les atteintes graves, le mot grave est vachement important, aux droits humains ou à l'environnement. Et donc, on doit cartographier sa chaîne d'appro pour savoir où est-ce qu'il y a des risques d'atteinte grave aux droits humains et à l'environnement. Ce qui est, alors là, quand vous le dites, c'est simple, sauf qu'à réaliser, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce à réaliser, c'est beaucoup plus parfois, compliqué. il y a beaucoup d'intermédiaires pour remonter à l'origine du produit, quoi. Exactement. Et après, ce qu'on ne demande pas... Enfin, il faut aussi la sphère d'influence, plus l'entreprise est grande, plus elle est grande. Et c'est une question d'aller en cascade, en fait. On commence déjà à voir ce qu'il y a au rang 1, donc le rang qui paye, à qui on paye les factures, le rang 2 et puis les rangs suivants, en fait. Il y a une certaine humilité aussi toujours dans la RSE. En fait, on ne va pas tout faire du premier coup, on est sur les principes d'amélioration continue. Donc, humilité et amélioration continue, c'est 2 grands principes. Et devoir de vigilance, c'est... Vous êtes influent, donc vous devez exercer votre influence. Ouais. Je voudrais revenir à ce qui change là en ce début janvier. C'est cet article 8 du règlement de la taxonomie européenne. Fanny Bénard, il y a quoi comme risque? Il y a des sanctions? Il y a le fait de ne pas trouver de financement? C'est quoi exactement le risque pour une entreprise de plus de 500 personnes? Le risque principal, en fait, c'est de voir des financements et des investisseurs s'échapper, entre guillemets, ou blacklister certaines entreprises de leur portefeuille. Et ça peut vraiment mettre en risque, au-delà de sujet conformité, mais en fait la pérennité de l'entreprise et sa capacité à se développer et à investir. Et les sujets d'investissement socialement responsable, ils ne sont pas récents, mais l'intérêt vraiment de la réglementation et de la taxonomie, c'est justement de dire à partir de maintenant, ça devient réglementaire, on se pose vraiment ces questions, on est obligé de donner ces informations. Elles seront donc aussi plus claires et plus homogènes pour les investisseurs, puisque jusqu'à maintenant, on récupérait des informations qui n'étaient pas forcément comparables. Là, l'idée, c'est vraiment de rendre les choses plus comparables possible. Pour vous, c'est vraiment une nouvelle ère qui démarre là, depuis ce 1er janvier 2022 ? C'est une évolution. On sent, sur le sujet de la RSE en général, on avait de la soft law, donc plutôt du normatif pendant très longtemps. On est rentré dans le réglementaire. En France, la loi sur le devoir de vigilance est vraiment venue bouleverser les choses. Les entreprises, maintenant, on leur a dit, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas où sont vos risques. C'était quelque chose de très très fort. Je pense que la nouvelle ère, elle est vraiment née avec le devoir de vigilance. Et là, on continue cette évolution-là aujourd'hui. Dernier mot, il nous reste 1 minute 30 pour parler peut-être de relocalisation. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Je ne sais pas laquelle des deux veut en parler prioritairement, mais quand on relocalise une partie de son activité, toujours sur cet angle des achats responsables. Oui, alors la relocalisation, c'est devenu un sujet très à la mode ensuite à la pandémie de Covid, et puis aujourd'hui avec toutes les ruptures qu'on a. Mais en fait, relocaliser, c'est pas si simple. Aujourd'hui, on a des industries, des bassins industriels qui n'existent pas sur certaines catégories d'achats. Et donc, demander à des entreprises d'investir justement pour relocaliser, ça va être long et ça va être compliqué. Et il faut aussi éviter d'opposer le local qui serait responsable au pas local et au lointain qui serait irresponsable, entre guillemets. C'est pas forcément le cas. On peut aujourd'hui sourcer loin et de façon tout à fait responsable en termes de droits de l'homme ou d'environnement. Donc l'important, c'est de bien connaître ses fournisseurs, qu'ils soient loin, qu'ils soient proches de nous. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas avec un supermarché coopératif et participatif. Super Cafouche, c'est le nom de ce supermarché coopératif et participatif. Bonjour Lucien Salle. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes représentant de Super Cafouche. Déjà, ça veut dire quoi Cafouche? Alors, le Cafouche, au-delà du jeu de mots avec l'homophonie avec Carrefour, qu'on appelle familièrement Carouf, renvoie l'idée d'un placard, un peu d'un débarras d'une zone. On a voulu un petit peu, on a commencé par quelque chose de petit dans un coin, qui était un peu ça. Parce que c'est quoi? C'est un projet marseillais, déjà, il faut le dire. Et ça, c'est de l'argot marseillais, Cafouche? C'est un petit peu, oui, dans un langage provençal. Ok, d'accord. Ce que je ne connaissais pas, je l'avoue. Alors, le Super Cafouche, c'est une communauté de consommateurs. Donc, il y a déjà quelque chose qui existe. C'est une épicerie, c'est ça, à Marseille? Expliquez-nous comment ça marche. Pour être précis, en fait, c'est une épicerie actuellement qui est... désolé. On a actuellement, en fait, une coopérative où on se regroupe l'idée autour d'une structure donc coopérative et participative. Nous avons tous des parts dans l'établissement et nous donnons de notre temps, 3 heures par mois, pour faire des créneaux à la caisse, à l'achalandage, à l'arrivée des marchandises. Et en fait, notre idée était de créer, comme tous ces projets coopératifs, c'est l'idée de consommateurs qui se réunissent pour prendre en main
leur alimentation, leur façon de consommer, de façon plus responsable, moins coûteuse en énergie, par exemple. Donc ça, c'est le point de départ, c'est une épicerie, et c'est en train de grandir, parce que vous allez créer un supermarché. Alors, qu'est-ce que ça suppose déjà en termes de recrutement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien? Actuellement, nous sommes 700. Et il faudrait que vous soyez combien pour pouvoir créer ce supermarché, en fait? Pour le passage, en fait, de notre épicerie test, qu'on appelle le mini Cafouche, au magasin Super Cafouche, on sera à peu près sur 650 mètres carrés, dont 400 dédiés à la vente. Actuellement, on estime qu'il nous faut être 1000 au lancement au printemps, sans employés. Ce qui est là où on se différencie de beaucoup des schémas classiques, c'est que c'est des structures qui sont sans salariés généralement. Ce sont les consommateurs membres de la communauté qui font le travail, en fait. C'est ça, c'est ce que vous avez expliqué. Après, il y en a certains qui font le choix de s'impliquer plus à travers des branches, de la gestion de l'approvisionnement, de la finance, de la compta. Après, il y a des choses, bien entendu, avec la taille, il va falloir des gens permanents. Donc, il y a un projet d'avoir des employés. Je crois que nous visons d'en avoir entre 3 ou 5. Par exemple, la Louve à Paris, qui est le premier supermarché coopératif de ce type en France, a environ 17 employés, mais eux, ils sont 3000 collaborateurs. D'accord. Ça, c'était votre modèle de départ, ou c'est de là qu'est venue l'idée, en quelque sorte? Oui, en fait, c'est le modèle même le plus ancien de tous les modèles français, qui est le plus connu. Actuellement, il y en a 30 en France de supermarchés de ce type-là, dont 10 à peu près 10 qui remplissent les conditions pour être classés dans les catégories des supermarchés. Avant, on est classé comme épicerie, c'est à peu près 400 mètres carrés la séparation. D'accord. Et donc ça suppose quoi? Parce que vous nous l'avez dit, ça suppose de la part des consommateurs qui sont membres de la communauté de donner de leur temps. Qu'est-ce qu'ils récupèrent en retour, en quelque sorte, au-delà du fait de participer à un projet comme celui-là? Qu'est-ce que ça a comme avantage? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Le principal retour, en fait, c'est surtout la mainmise sur ce que nous consommons. Parce que ce sont nous qui sommes garants, en fait, de ce qui est consommé, de ce qui est présent dans le supermarché. Je ne saurais pas vous dire le nombre de références qu'on a à ce jour. Mais en fait aussi, là où on se différencie de la grande consommation classique, c'est au niveau de notre marge. Parce que nous avons une marge fixe à 23%. La Louve, je crois que, par exemple, sont à 20%. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est fixe sur tous les produits. Sachant que dans la grande distribution, c'est très variable sur tous les produits. Et sur le bio, là où il y a des marges, on est clairement en dessous de ce qui se fait au sein de la grande consommation. Donc vous maîtrisez ce que vous consommez. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde aussi? Et est-ce qu'on sait, la question va de pair, parce qu'il faut regarder un peu ce qui s'est fait ailleurs, si c'est rentable, si ça marche bien, quoi? Alors, la question de la rentabilité, ça fait longtemps qu'on l'a, puisqu'en fait, c'est un modèle qui date du 19e siècle, qui était conçu par des ouvriers britanniques. Et actuellement, le parangon est à New York, qui s'appelle le Park Slope Food Coop. Qui compte, lui, plus de 17 000 coopérateurs, a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Et il se trouve à New York. D'accord. Donc la rentabilité, elle existe, elle a été prouvée. Elle est prouvée. Après, il y a des projets qui ont échoué, parce que c'est une locomotive humaine. Elle a besoin de bras, elle a besoin d'une motivation. On a un fonctionnement associatif, participatif. On a besoin des gens. Après, par exemple, la Louve, à Paris, ils ont même une liste d'attente pour devenir coopérateurs. Et c'est pour ça, j'imagine, que vous êtes passé par la phase de l'épicerie test pour d'abord poser on va dire les fondations de ce supermarché. Merci beaucoup, Lucien Salle, d'être venu présenter le Super Cafouche de Marseille. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, sur Bismart. Et je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Hector Humblot à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Salut à toutes et à tous, bonne journée.